Hello et bienvenue dans Powerful Reborn, le lieu, l'endroit où l'on parle émotion, mindset, dev perso. C'est ici que je t'aide à cheminer dans tes réflexions et ton évolution personnelle. Si tu ne le sais pas encore, moi c'est Maëlle, je suis coach en développement personnel et hypnothérapeute et j'aide les humains en quête de paix et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode un petit peu spécial dont j'ai déjà parlé sur mon Insta. Ça fait un petit moment que j'ai envie de te partager un petit peu mon parcours personnel. Et j'ai tourné déjà l'épisode 2 fois. Un épisode d'1 heure, un épisode, je crois, de 50 minutes. Et en fait, à chaque fois, j'étais pas à l'aise ou j'étais pas OK avec l'énergie que je dégageais à l'intérieur. Et je me suis dit, OK, laisse, c'est peut-être pas le moment. Et puis ce matin, je me suis levée, je sais pas, avec une vision, avec une clarté. Je me suis dit, OK, vas-y, c'est peut-être le moment. Parle, fonce. Donc me voilà. En fait, si tu veux, le but, si tu me connais un petit peu, tu sauras que ma façon de transmettre, c'est aussi et surtout en passant par moi. Dans le sens, si tu veux, où je sais que c'est beaucoup plus simple de s'identifier, de comprendre, de peut-être se sentir moins seul quand on sait ce que l'autre en fait a vécu et quand on sait surtout que l'autre peut comprendre. L'autre a traversé des choses similaires ou du moins des choses qui font écho. Et du coup, c'est vrai que c'est une façon assez particulière, peut-être tu me diras, peut-être égocentrée, I don't know. Mais en tout cas, j'aime partager comme ça. Et le but aujourd'hui dans ce podcast, c'est peut-être que ben, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se reconnaîtront. Et je sais que beaucoup seront peut-être inspirées ou du moins avec qui ça fera écho et se diront, OK, ben, tu vois, elle l'a fait, donc je peux aussi. En fait, mon but, c'est de t'apporter de la force, t'apporter peut-être de l'espoir et t'expliquer que oui, on peut partir un peu sur les chapeaux de roue dans une vie. On peut partir en cacahuète parfois, on peut se casser la gueule, on peut tomber. Mais on se relève toujours et on en est tous capables. Donc c'est vraiment le but de ce podcast et j'espère que ça pourra peut-être t'aider ou t'inspirer. En tout cas, avant même de commencer, je te serais super reconnaissante si tu pouvais prendre 2 minutes pour peut-être noter et donner un avis sur le podcast. Ça prend vraiment 2 minutes et c'est vraiment important pour moi. Tu peux faire ça sur Apple Podcast ou Spotify, il me semble. Il y a juste en fait à descendre en bas de la page ou aller dans les paramètres et c'est très très simple, ça prend vraiment 2 minutes. Et c'est important puisque ce podcast, c'est un peu mon bébé. Et je te partage chaque semaine toujours avec le cœur, avec plaisir, plein de choses super, je pense, intéressantes, je l'espère. Et c'est vrai que c'est un soutien pour moi d'avoir un petit commentaire, un petit like, une petite note, voilà. Bref, passons. Comment te raconter un petit peu tout ça? Comment te raconter 33 ans de ma vie sans y passer 3 heures? Je vais essayer d'être la plus claire possible et de te raconter les choses qui me paraissent, pardon, les plus pertinentes. Et, euh, et voilà. Donc, il faut savoir que de base, j'ai une famille remplie d'amour. Vraiment, pour le coup, s'il y a bien une chose dont j'ai jamais manqué, c'est de l'amour. J'ai toujours eu une bonne entente générale avec ma famille, des parents aimants, mais comment on pourrait dire ça? J'ai toujours eu 2 parents, j'ai eu 2 parents adolescents. Alors, ça peut être cool d'un côté, mais de l'autre, si tu veux, la petite fille que j'étais ne s'est jamais sentie sécurisée dans son cadre familial. Oui, beaucoup d'amour, etc., mais pas de sécurité émotionnelle. Euh, tout ça, je l'avais pas puisque mes parents étaient de grands enfants qui ont fait de leur mieux, bien entendu. Hein, il n'y a pas de rancœur du tout de mon côté, mais je sais aujourd'hui que, bah, comme nous tous, hein, notre enfance forcément a une grosse influence sur la vie qu'on a en tant qu'adulte. Et pour le coup, moi, je suis vraiment partie un petit peu sans cette sécurité, sans ce cadre, tu vois. J'ai pas eu de figure paternelle vraiment très présente. Il était présent à la maison, mais il n'était pas forcément disponible émotionnellement. On n'avait pas de connexion particulière. On s'aime, hein, on s'est toujours aimé, mais j'avais pas cette sécurité du foyer, papa, maman, l'enfant. C'était plus un grand joyeux bordel où tout le monde était toujours à la maison, la famille, les amis et tout ça. Et surtout, j'avais en face de moi, donc ma mère et mon père, un couple complètement passionnel. Un couple qui s'aimait très très fort, qui je pense se serait aimé toute la vie si mon père n'avait pas été un grand colérique. Mais il y avait autant d'amour que de violence.
Alors, ça n'a jamais été de la violence physique, mais mon père était quelqu'un de colérique et mon père était quelqu'un qui hurlait. Qui hurlait parce qu'il ne savait pas exprimer ses émotions, parce qu'il était finalement un grand vulnérable, et ça, j'ai fini par le comprendre plus tard. Et bien, bah, moi, en fait, si tu veux, de ma tendre enfance jusqu'à mes 10 ans, à la séparation, j'ai entendu hurler. Euh, Quand il y avait des crises de nerfs, quand il partait en cacahuète, tout partait dans la maison. Les meubles, les assiettes, les verres, les cactus, le chien, le chat, tout partait à volo. Et, euh, et ça a beau, si tu veux, ne pas être des violences physiques, c'est déjà quelque chose qui marque, parce que la petite fille ne se sent pas en sécurité. La petite fille se sent en danger, forcément, parce qu'elle a peur, parce que ça crie, parce que ben, on la sécurise pas, en fait, à ce moment-là. Et, euh, et ma mère n'avait pas, je pense, les ressources à ce moment-là, déjà, pas parce qu'elle essayait de gérer son couple passionnel. Et, euh, et ça a été quand même quelque chose de très difficile. Je sais que ma sœur aussi, j'ai une grande sœur qui a 10 ans de plus que moi, là aussi, assez mal vécu. Ça nous a heurté beaucoup, toutes les deux. Euh, et ça nous a rendus vachement insécures. Et je pense que c'est cette enfance qui m'a aussi poussée très rapidement à être dans une énergie très masculine. Parce que ben, j'avais pas la sécurité, donc comment avoir cette sécurité? Bah, par moi-même. Je vais moi-même me sécuriser en fait, puisque j'imagine que je suis la seule qui peut m'apporter ça. Donc à ce moment-là, je switch et je deviens la petite fille en énergie masculine. Cette énergie masculine qui m'a suivie jusqu'à il y a encore très peu de temps. On a tous les deux énergies, hein, mais j'avais clairement un énorme déséquilibre et je ne laissais absolument pas place à mon énergie féminine puisque bah, au sein de la relation de mon père et ma mère, euh, pour moi l'énergie masculine était mon père, donc il fallait que je crie, il fallait que je me batte, il fallait que je me sécurise. Et l'énergie féminine représentait ma mère, qui pour moi était la vulnérabilité, et au-delà de la vulnérabilité, je l'ai très longtemps identifiée comme la faiblesse. Donc ça a fait un tout droit dans ma tête. Non, en fait, no way, Maëlle, la faiblesse jamais. Donc on va rester full masculine. Voilà. Donc voilà, je grandis un petit peu comme ça, avec un père aussi qui tombe malade à l'âge de mes 9 ans, qui a une tumeur au cerveau, qui est opéré et qui survit. Hein, voilà. Mais voilà, des événements de vie pas forcément faciles. Je perds aussi mon grand-père à l'âge de mes 6 ans, qui était pour le coup ma figure de sécurité, ma figure paternelle en fait. Il vivait avec nous. Et je sais que ça a été extrêmement difficile bah, de passer au travers de ça, puisque bah, j'avais 6 ans. Je comprenais pas et je perdais mes repères forcément. Donc voilà un petit peu la base, tu vois, de départ en tant que petite fille. Et donc j'ai continué de grandir un petit peu dans cette famille dysfonctionnelle, remplie d'amour, mais autant de violence. Ça a souvent été décrit, même dans ma famille. Hein, je suis issue d'une famille latine, euh, une famille très vivante, très aimante, mais aussi dans l'autre sens en fait. Et, euh, et ça a souvent été compliqué. C'est vrai qu'on a aussi, tu vois, du côté de ma famille paternelle, on est pratiquement que des femmes, que des nanas, que des latinas, et avec des grandes gueules, clairement, avec des gros caractères, mais qui en fait, pour la plupart, ont été aussi de grandes blessées. Et je sais qu'il n'y a aucune des femmes dans ma famille qui n'a pas été heurtée. Et j'ai un peu, tu sais, l'impression d'être la petite dernière qui va un petit peu casser le cycle de tout ça, qui vient déconstruire les schémas, qui vient guérir un peu tout ça, tu vois. C'est un peu comme ça que je me vois aujourd'hui. Alors, est-ce que je plane complet? Je ne sais pas, mais voilà. Et c'est vrai que ça a été bah, pas forcément des plus évidents de se retrouver dans une famille qui est pleine d'amour, mais franchement bancale. Voilà. Après, chaque enfance est différente. Il y a des gens qui vivent des traumatismes bien plus grands, hein, peu importe. Mais voilà, l'idée, c'est pas de comparer ni quoi que ce soit. C'est juste de te raconter ma base de départ et comment a débuté ma vie et tout ce qui m'a emmenée en fait à être celle que je suis aujourd'hui. Donc je grandis comme ça, je pars clairement en couille, il n'y a pas d'autre mot, pendant mon adolescence. Je suis complètement paumée parce que ben, mes parents sont divorcés, ma mère a refait sa vie avec un beau-père qui est très strict, qui est l'opposé de mon père. À ce moment-là, j'ai du mal avec lui. Je le rencontre, j'ai 10 ans. Et de l'autre côté, j'ai un père complètement faiblard qui, dès qu'il a une nouvelle nana, c'est limite s'il me zappe. Enfin, et je me dis, mais en fait, à quoi je sers? Qu'est-ce que je fous là? Et qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et j'aime pas l'école. Et tout me fait chier. Et ma mère aussi, mon père aussi. Enfin voilà, la petite crise d'ado. Et en fait, à ce moment-là, Dieu merci, en fait, c'est mon beau-père hein, qui, je pense, me sauve. Qui, je pense, me sauve et dit à ma mère, écoute, cette petite, elle a des capacités, mais elle aime pas l'école. Ça sert à rien d'insister. Fous-la en CAP, en fait. Et à ce moment-là, je commence à avoir un cadre.
Je pars en CAP. Je pars en CAP vente. Je n'aime pas la vente, je n'aime pas les gens, je suis complètement introvertie et timide, j'ai une phobie sociale, mais je pars dans la vente. Clairement, voilà. Et j'y pars à défaut parce qu'à la base, je voulais être coiffeuse ou esthéticienne. Et finalement, je trouve pas, donc je pars dans la vente. Et donc, je sais à ce moment-là que ça me sauve. Je me rends compte aujourd'hui, bien sûr, hein. Ça me sauve parce que ça me donne un cadre, je gagne ma vie, je retrouve en fait un chemin, un certain équilibre en fait qui me sécurise et qui me permet d'être relativement saine en fait. Donc je commence à faire ma petite vie de jeune femme et puis je rencontre mon premier amour. Et je crois que c'est vraiment là que ma vie a débuté. Je rencontre mon premier amour, j'ai 16 ans, enfin 15 ans et demi exactement. Il en a 20. Ça va en choquer peut-être plus d'un et désolé si c'est le cas, mais c'est ainsi. Je le rencontre. Et je tombe forcément follement amoureuse, hein. C'est mon premier chéri, c'est waouh, il a 20 ans, enfin voilà, il est beau, il travaille, enfin il a une voiture, voilà quoi. À ce moment-là, j'ai absolument pas idée que je suis tombée sur une personne très malsaine, sur une personne qui va me détruire, qui va me détruire en tant qu'humaine, en tant que femme, en tant que, ouais, en tant qu'humaine, en tant que femme, vraiment, en tant qu'individu. Donc l'histoire démarre, elle est compliquée. Ça souffle le chaud, ça souffle le froid. Ça fait du gaslighting, ça fait du love bombing. Il m'isole énormément. Il m'isole énormément, je perds mes amis, je me retrouve à être interdit de faire les bises aux garçons. C'est un homme qui, parce qu'à ce moment-là, moi j'ai mon appartement. Et oui, j'ai un appartement du coup à mes 16 ans, parce que je travaille et que c'est compliqué pour ma mère de faire les allers-retours, etc. Bref, petit détail. Et donc il est quand même très souvent chez moi, on vit plus ou moins ensemble un petit peu la semaine, etc. Et c'est un homme, quand il quitte la maison, il embarque mon maquillage, mes vêtements sexy, il embarque ma lingerie. Pour me dire, en gros, tu sors pas, tu vois, tu restes là. Ok. Et moi, je comprends pas, je ne connais pas du tout l'amour, je ne connais pas les relations amoureuses, je ne connais pas les relations sexuelles. Je découvre, donc je me dis, c'est peut-être normal. Et comme je suis complètement isolée, je n'en parle pas. Je ne sais pas si ce que je vis est normal ou pas. Et l'histoire démarre comme ça. Et ça dure 3 ans et demi. Et pendant 3 ans et demi, il a planté ses crocs un peu plus profond, chaque jour. Chaque jour pour me posséder, pour complètement prendre mais toute la place dans mon cerveau pour... il m'a complètement fucked up. Complètement, complètement. Et donc, je vis cette histoire en étant follement amoureuse, en l'idolâtrant complètement, en pensant que c'est moi la mauvaise personne. Dès que je fais une bêtise, je n'en fais pas, hein, mais voilà. On vit des choses quand même assez difficiles. C'est un garçon qui me quitte, qui revient et tout ce qui s'ensuit. C'est un garçon qui m'interdit beaucoup de choses et qui me culpabilise énormément. Tu vois, des petits détails, hein, par exemple, on est en ville, on marche, j'ai mes lunettes. Qui tu regardes? Enlève tes lunettes, je te vois pas. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Et là, en fait, je crois que la plus grosse partie, surtout la plus traumatisante que j'ai mis énormément d'années à conscientiser, à réaliser et à digérer, c'est surtout que je vis des violences sexuelles, en fait, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que je n'ai pas de point de comparaison, parce que j'ai 16 ans, parce que j'imagine que c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est un garçon qui me dit, si tu fais pas ça, je te quitte. C'est un garçon qui, pendant l'acte, quand je dis non, me force. Quand je me débat, entre guillemets, insiste. Allez, t'inquiète, ça va bien se passer, fais ça. Mhm. Et il me pousse à faire des choses que je ne veux pas. Mais je me dis, peut-être que c'est normal, et puis je l'aime, et puis il m'aime, on est amoureux, donc il faut que je lui fasse plaisir, il faut que je sois là pour lui. Oui, tout à fait, Maëlle, exactement. À ce jour, j'ai envie de te dire, fuck off, mon Dieu, fuck off. Mais j'avais pas l'expérience, la maturité, le recul, l'éveil, tout ce qui s'ensuit que j'ai aujourd'hui. Bien sûr qu'aujourd'hui, ce genre de choses ne m'arriverait plus, c'est une certitude. Et plusieurs fois, en fait, je vis le viol au sein de ma relation. Combien de fois je dis non et combien de fois il y va quand même? Combien de fois c'est violent physiquement? Combien de fois je prends des tartes dans la gueule parce que je dis non? Combien de fois je me fais humilier devant tout le monde dans la rue parce que j'ai dit non hier et qu'en fait je suis une pute parce que je l'ai trompé, c'est pour ça que je ne veux pas coucher avec lui. Et bien sûr que c'est pas le cas, mais moi je me dis il a raison, c'est pas bien. Donc je vis une relation complètement dysfonctionnelle comme ça. Et
je m'éloigne de ma famille. Je suis dans une relation très compliquée avec ma mère, puisque ma mère ne peut pas le blairer parce qu'elle sait, elle comprend en fait. Elle comprend ce que je vis, parce que parfois je me scarifie tellement que je suis souffrante en fait, mais quand il me quitte, je me scarifie. Enfin, un délire au possible. Et ma mère le sait, ma mère le sent, ma mère est forcément fusionnelle avec moi, donc elle me dit, mais je ne veux plus que tu le vois, va-t'en. Mais en même temps, elle n'a pas l'emprise. Donc du coup, lui, il m'éloigne au maximum de ma mère, il m'éloigne de tout le monde. À ce moment-là, j'ai une seule amie qu'il a très bien choisie, qui est aussi dans une relation complètement toxique, la pauvre, à ce moment-là. Et du coup, on est un peu la safe place l'une de l'autre, mais en même temps, on comprend pas trop et on est très jeune, en fait. Donc voilà. Et donc, je vis des violences physiques, des violences morales, des violences sexuelles. Quand monsieur est pas content, ma tête fait le demi-tour. Quand monsieur n'est pas d'accord, ma tête finit dans le pare-brise. Quand monsieur n'est pas d'accord, il me bouscule. Voilà. Et ça se passe comme ça pendant 3 ans et demi. Moi, à ce moment-là, c'est le moment où je suis en train de me construire, en fait, en tant que femme, en tant que jeune adulte, de construire ma sexualité, de construire ma féminité, mon énergie féminine, mon énergie masculine, tout ce qui s'ensuit. Forcément, tu t'imagines bien qu'à ce moment-là, je finis complètement broke. Et en fait, je pars sur déjà un début de vie complètement dysfonctionnel. Et je suis pas équilibrée et j'ai une relation à l'amour qui est particulière parce que du coup, j'imagine que c'est dominant-dominé. Et ça me paraît logique, ça me paraît sain. Et, et ça dure du coup comme ça pendant 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, et je pense que j'en serais jamais sortie. Honnêtement, je pense que je n'en serais jamais sortie s'il n'y avait pas eu l'événement qui nous a séparés. Donc le 21 avril 2009, il quitte mon appartement et il a un accident de voiture. Et il décède. Alors, pas sur l'instant. Il décède une semaine plus tard. Pendant une semaine, il est en coma artificiel ou je sais plus. Il me semble en coma artificiel parce que vraiment l'accident était très très grave. Il a fait de l'aquaplaning, il a fini dans un poteau. Et à ce moment-là, forcément, tu t'imagines bien, j'ai 18 ans et demi. Non, j'ai 18 ans, ouais, 18 ans passés. Et c'est l'amour de ma vie, c'est le père de mes enfants. Enfin voilà, je te laisse imaginer à 18 ans ce qu'on peut penser de la première histoire d'amour. Et je suis complètement désespérée. Je me dis, mais comment je vais faire sans lui? J'ai 18 ans et tu calcules pas à 18 ans. Tu t'attends à perdre ton chien, ta grand-mère, ton grand-père, éventuellement ton oncle, ta tante, mais à aucun moment tu réalises que tu peux perdre ton petit ami en fait. Ou toi-même que tu peux mourir en fait. On a une certaine innocence en fait à 18 ans qui est normale. J'ai envie de te dire, on est insouciant en fait, on est naïf. Et on pense qu'aux copains, aux chéris, et tout va bien, et on a la vie devant nous, on est éternel. Sauf que moi, à ce moment-là, je prends un choc. Et je me rappellerai toujours ma première pensée. Je m'étais dit, putain Maëlle, t'es seule. Il a réveillé mon sentiment d'abandon, mais tellement fort. Et je me suis dit, ta douleur, elle est personnelle, personne ne peut rien faire pour toi. Et j'ai commencé à avoir un sentiment de solitude tellement profond que même quand j'avais du monde autour de moi, je me sentais vide, je me sentais seule et je me disais, mais personne ne peut m'aider, personne ne peut faire quoi que ce soit, c'est ma douleur. Et je crois que cet événement, forcément, m'a fait grandir très très vite. J'ai très vite ressenti un écart avec mes amis, parce qu'après j'ai retrouvé forcément des amis, hein, j'ai repris une vie à peu près normale, j'ai ouvert les yeux, on va dire. Et j'ai commencé à sentir un écart immense, parce que ça m'a marqué en fait. Donc je suis là, j'ai 18 ans, je vis un deuil, c'est dur. C'est la personne que j'aimais et avec qui je vivais depuis 3 ans et demi. Et là, j'ouvre les yeux. Et là, j'ouvre les yeux et je me rends compte de ce que j'ai vécu. Un petit peu, pas plus que ça, hein. Je vais pas non plus dans le deep, hein. J'ai pas les ressources à ce moment-là. Donc je suis souffrante, psychologiquement, physiquement. Et là, un mois, 2 mois plus tard, je découvre la double vie. Je découvre que mon appartement était un bésodrome. Je découvre que ma propre meilleure amie, la fille avec qui j'ai grandi, la fille avec qui je suis née, que je connais depuis ma naissance, donc depuis 18 ans à ce moment-là, a fait des choses qui ne se font pas avec lui. Et tout s'écroule. Et là, je me dis putain. Donc je dois vivre un deuil. Et en plus de ça, je dois digérer que je suis cocu, que je me suis fait trahir par ma meilleure amie,
par ma famille, parce qu'elle était ma famille. Nos pères respectifs se connaissaient depuis l'âge de 6 ans. J'ai grandi vraiment avec cette fille. Et là, c'est double peine. Et je me dis, putain, ils m'ont trahi tous les deux. Sauf qu'il y en a un à qui je peux pas le dire. Il y en a un qui est plus là. Et en plus de ça, il était d'origine marocaine. Et il a été enterré au Maroc chez lui. Donc je n'ai jamais eu de cérémonie du jour au lendemain, en fait. Il est parti de ma vie. Donc ça a été déjà très très dur de faire un deuil conscient. Et ensuite, t'apprends que t'es cocu. T'apprends que en fait, tu t'es trompé, qu'il avait une autre vie, que t'étais pas la seule, que ta propre meilleure amie t'a complètement trahi, mais sale. Et là, je commence à développer une colère. Une colère tellement grande. Mais tellement grande. Et je suis en colère contre le monde. Et je suis en colère contre les filles. Et je suis en colère contre les hommes. Et je me déteste et je déteste tout le monde. Et je rentre un peu dans une époque de justicière. Toutes mes potes, dès qu'elles ont des problèmes, je les défends. Je me bats même parfois, je me bagarre alors que j'ai horreur de la violence. Je suis dans un extrême en fait où je déteste tout ce qui est autour de moi et je détruis tout ce qui est autour de moi. C'est vraiment plusieurs années où je suis dans la destruction en fait. De moi, des autres. Tout ce qui est positif, je le rejette. Et en fait, je commence à ce moment-là à m'identifier au chaos. Inconsciemment, je m'identifie au chaos. Et je me dis, en fait, t'es juste ça. Et par protection, du coup, je suis dans cette énergie extrêmement masculine qui m'empêche, en fait, de vivre des relations, du coup, épanouies, amoureuses, puisque, du coup, un an plus tard, un peu plus d'un an, je crois, je rencontre mon second chéri, qui est un amour, qui est une petite perle, vraiment, un amour. Et avec lui, d'ailleurs, je conscientise encore plus que j'ai vraiment vécu une histoire de dingue avec cette première personne. Sauf que je suis en plein deuil, en fait, je suis pas prête à ce moment-là. Et c'est moi qui le détruis, encore une fois. Je le détruis, en fait. Parce que je suis pas prête, parce que je sais plus, en fait, je n'accepte plus de recevoir l'amour. Je n'accepte plus de recevoir du positif. Mais je me rends pas compte à ce moment-là. Je refoule tout ce qui est beau, tout ce qui touche à l'amour, tout ce qui touche à la lumière, tout ce qui touche au positif. Je le rejette. Je le rejette. Et je grandis et j'évolue et je me complais dans le chaos. Et je suis habituée à ce chaos depuis petite. Donc, du coup, c'est familier pour moi et je reste dans cette boucle. Et du coup, je continue à enchaîner les relations. À ce moment-là, j'ai aucune conscience que je suis une putain de dépendante affective. Et qu'en fait, il est venu, la première relation, creuser un trou tellement immense dans ma poitrine que toutes les relations qui suivent sont des relations pansement. Je suis jamais amoureuse. Je les aime pas. Enfin, je les aime, mais je ne suis pas amoureuse. C'est juste des gentils garçons qui traversent ma route et ah tiens, il est gentil, il me sécurise, il est pas violent, oh bah tiens, on va passer un an ou deux ensemble. Parce que le pire, c'est que je fais que des longues relations en plus. Et j'enchaîne les relations comme ça. Entre-temps, dans la partie personnelle, professionnelle, pardon, je fais plein de choses. Donc je passe de vendeuse à barmaid, je découvre des nouvelles choses vraiment géniales, je m'éclate dans ce nouveau métier de barmaid, je redeviens vendeuse ensuite, enfin, je fais plein de petits trucs en fait en même temps. Je me laisse un peu porter en fait par la vie, je sais pas où je vais, je sais pas ce que je veux, je gère là parmi les autres et je trouve un petit taf par-ci, un petit taf par-là. J'ai pas forcément d'ambition, j'ai pas de rêve, je suis vraiment paumée en fait. Et je suis vraiment dans ce chaos en fait, dans ces ténèbres qui me sont si familiers. Et je continue comme ça jusqu'au jour où je rencontre, en 2013, où je rencontre ma plus longue relation, un de mes ex. Encore un sauveur, encore un pansement, dont je n'ai jamais été amoureuse, mais que j'ai beaucoup aimé et que j'aime profondément toujours aujourd'hui. C'est une personne avec qui j'ai vécu des choses très très fortes. Et en fait, à ce moment-là, il tient une salle de sport et il a le souhait de devenir coach sportif. Et en fait, il aimerait ouvrir une salle à son nom. Et pour ça, il a besoin en fait d'avoir quelqu'un qui a le diplôme. Et à ce moment-là, mais alors, vraiment en ayant vu de la lumière, hein. Je suis pas du tout une sportive, je fais la bringue, tout ce qui s'ensuit. J'ai pas fait de sport depuis mes 15 ans, j'en ai 23. Et je lui dis, bah vas-y, je vais passer le diplôme pour toi, comme ça, bah après tu pourras ouvrir ta salle. La meuf a eu la lumière, quoi. Et c'est comme ça que je suis devenue coach.
Sauf qu'entre le temps où je dis ça et le temps où je passe le diplôme, il se passe beaucoup de choses. Je me passionne vraiment pour le métier, en fait. Je rencontre mon premier tuteur, et là, waouh, il m'entraîne, en fait. Il me lance dans les compétitions aussi, d'ailleurs. Il m'entraîne, et là, je me dis, mais il est génial, son métier. J'adore. J'ai une relation très forte avec lui. On est très proches. Et je me dis, putain, c'est ça que je veux faire, en fait. Ah ouais, je suis au bon endroit. Donc, tu vois, de base, j'ai vu de la lumière. Et quand j'ai poussé la porte, je me suis révélée, en fait. Et je me suis dit, putain, mais je suis à ma place, en fait. Je dois aller ici. Je dois être là. Et je me passionne complètement pour le métier. Et je me passionne complètement. Et du coup, je deviens férue de muscu, je me lance là-dedans, etc. Mon tuteur, du coup, commence à me parler de compétition. Je me dis, ok, bon, qu'est-ce que c'est? Pourquoi pas? À ce moment-là, je suis bien dans mes baskets. J'ai 23 ans, je fais 53 kilos, je suis bien dans mes baskets, je me trouve bien comme ça, tout va bien. Et je commence à muscu et tout part en couille. Et en fait, la première année donc, où j'essaye de passer mon diplôme en 2014, de rentrer en fait en BPGEPS, 2 semaines avant de passer les diplômes, le matin du dimanche 3 août 2014, on m'appelle, un de mes potes m'appelle. Il me dit, Mélou, Nico est décédé. Ok. Nico, à ce moment-là, c'est mon meilleur ami, depuis déjà 3 4 ans. La personne, un des hommes avec qui je suis la plus proche, avec qui je raconte tout, à qui, bref, qui rentre dans le cadre du meilleur ami, hein, je ne vais pas te faire de dessin. Et là, waouh, le monde s'écroule. Le monde s'écroule et je me dis, putain, ok, un autre décès, un autre proche, bien trop jeune, qui a 23 ans. Waouh, forcément, c'est très dur. On est tous très touchés. On est une grande bande de potes. Et c'était un peu le loup alpha, entre guillemets, Nico. Et en fait, quand il décède, tout s'écroule. Tout s'écroule. On perd un peu notre repère, je perds quelqu'un de tellement important. Et donc, je pars faire, du coup, parce qu'à ce moment-là, moi, j'ai déménagé, en fait, j'ai quitté ma ville de naissance à mes 20 ans. Justement, pas très loin après le décès de mon premier copain, parce que la famille me fait chier, en fait. La famille Marcel, je vis plein de choses très difficiles. Bref, et du coup, je me casse, je pars vivre à Montélimar pendant 2 ans. Et ensuite, à ce moment-là, je suis sur Saint-Étienne. Voilà, je bouge un petit peu, puisque, bah, évidemment, étant dépendante affective, j'habite là où sont mes mecs, hein, bien sûr. Je fais ma vie autour d'eux. Logique. Et à ce moment-là, je suis à Saint-Étienne, donc du coup, je rentre chez moi, dans le sud. Je vais faire du coup les funérailles, qui sont forcément très difficiles. Et puis, je reste du coup une petite semaine dans le sud. Et je rentre chez moi pour continuer du coup de m'entraîner et de passer du coup ce test d'entrée. Je me dis, allez, faut que tu le fasses pour lui. Allez, si t'as pas la force, fais-le pour lui, vas-y. Et je prends le train et je rentre chez moi. Et dans le train, je reçois un appel. On était, je crois, le 15 août 2014. Et ma belle-mère me dit, la tumeur de ton père est revenue. Il est malade. Fouah. Et la double peine. Je dis, attends, attends. Je viens à peine d'incinérer mon meilleur ami. Je suis en train de rentrer. Au moment où je rentre, t'es en train de me dire que mon père est malade. Mais what the fuck, en fait? C'est quoi cette putain d'accumulation? Et là, je me victimise, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, en fait? Ok, je rentre, je passe les tests, j'échoue. Bien sûr, j'échoue. Mais heureusement que j'échoue en plus de ça. C'est pas le moment, en fait. Et je me casse la gueule. Et je prends un putain d'échec dans la gueule et je me dis, putain, je voulais faire ce métier, je suis là, et putain, pourquoi je peux pas? Et en fait, j'avais envie à ce moment-là de fuir, mais c'était pas le moment, en fait. Et puis, 2, 3 semaines plus tard, on m'apprend, en fait, après la biopsie, que la tumeur est pas opérable. Et là, je tilte. Et là, je me dis, ok, mon père, il va mourir. Il n'y a pas de solution. La tumeur est dans le cerveau, elle n'est pas opérable. Il n'y a pas de solution.
Et je suis la seule de ma famille à être vraiment dans la réalité à ce moment-là. Enfin, une des seules. Il y en a beaucoup qui sont dans le déni quand même. Ce que je peux concevoir, hein, bien sûr, mais ayant eu un peu cette réalité plus jeune, enfin cette sensation plus jeune avec les premiers décès que j'ai vécus, ben, là je capte en fait. Et du coup s'enchaînent 3 mois où je fais des allers-retours, où je suis au chevet de mon père, où, ben, je profite de lui avant son départ, tout simplement. Et le 22 novembre 2014, il décède. Un mois avant mes 24 ans. Ouais, c'est ça. Et donc je suis là, complètement paumée. J'ai perdu mon père, j'ai 24 ans. C'est tellement jeune. Je pense que je me tape une petite dépression à ce moment-là, mais je ne me rends pas forcément compte. J'ai plus envie de rien, je viens de rater mon BPGEPS, je suis au chômage, je suis dans une relation où mon ex est mon meilleur ami. Ah ça oui, c'est sûr. Je peux compter sur lui, il est toujours là, mais je l'aime pas. Je suis pas heureuse, je suis pas épanouie. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fous dans ta vie en fait? Et puis je continue à vivre un petit peu, tu vois, en mode pilote automatique, en mode robot. Et puis je me dis, allez Maëlle, allez, t'as raté ton entrée en BPGEPS, c'est pas grave. Retente l'année prochaine. Donne-toi les moyens. Vas-y, va le chercher ce BPGEPS. Si tu veux faire ce métier, va le chercher. Du coup, je reprends la muscu, je me prépare. Et à ce moment-là, bien sûr, logique, je m'engouffre, je saute à pieds joints dans la compétition. Forcément exutoire, moyen de fuir. Moyen de fuir tout ce que je venais de traverser, en fait. Moyen de fuir, ok, je viens de perdre en 3 mois mon meilleur ami, mon père. Donc vas-y, on se change les idées. Et je deviens matrixée complet. Et je me lance du coup dans la compétition en même temps que je me lance dans le BPGEPS. Je réussis mes tests. Et du coup, toute mon année de BP, je suis en prépa compète. Et en même temps, je passe le BP. Et j'y arrive. Et j'y arrive, haut la main. Je gagne la première compète, je fais des super résultats, je m'éclate. Et, euh, et je réussis mon BP avec brio. Et tu vois, pour te rappeler ça, c'est que l'échec, c'est seulement comment toi tu le détermines. Pour moi, il n'existe pas d'échec en fait. C'est juste des choses que tu ne réussis peut-être pas, mais que tu as l'occasion de réussir de nouveau. Et parfois, même si tu as plusieurs échecs et que ça ne fonctionne pas, c'est que c'était pas le chemin pour toi en fait. Et si je n'avais pas passé ce diplôme et que je l'avais pas réussi, je l'aurais même pas pris comme un échec parce que j'aurais été jusqu'au bout, j'aurais tout essayé. Donc n'oublie pas que l'échec vraiment n'a la valeur que tu veux bien lui donner. Et donc, je deviens coach sportif, je continue dans les compétitions. Là, je déclenche des TCA post-compétition, pousse-toi de devant. Je me retrouve à être dans un physique que je peux pas blairer. Et c'est jamais assez musclé, et c'est jamais assez sec, et je suis trop grosse, et dès que je reprends un peu de gras, je me sens obèse. Et voilà, je tombe dans la dysmorphophobie et tout ce qui s'ensuit. Alors que de base, je me sentais très bien dans ce corps avant de rentrer dans le milieu. Et je m'engouffre, et je m'engouffre, et je m'engouffre, et je m'engouffre là-dedans. Et je continue de m'engouffrer, et je m'engouffre, et je m'engouffre. Et à ce moment-là, je quitte la relation, du coup, avec qui je suis restée pendant 4 ans, la personne avec qui j'ai perdu mon papa. Parce que bah, je suis à bout, parce qu'il n'y a plus rien à faire, parce que je l'aime pas. Enfin, je suis pas amoureuse, et puis voilà, hein. Et je rencontre le prototype du premier. Alors, pas de violence sexuelle, pas de violence physique, mais dans le caractère et dans le côté très jaloux, très possessif. Le genre de mec qui, à l'époque, me dit: Est-ce que t'es chez ta mère? Tire la chasse pour voir si t'es bien chez ta mère et pas avec un mec. Ok, tu vois, je retourne quand même dans le même style de pattern, tu vois. Heureusement, pas aussi cinglé et aussi mauvais, mais dans le même style de pattern. J'en tombe, bien sûr, follement amoureuse et je vis la misère pendant un an. Il est à Lille, enfin à Valenciennes exactement. Moi, je suis à Toulouse. Je fais les allers-retours, je suis au RSA, enfin, parce qu'à ce moment-là, bien sûr, j'ai mon diplôme de coach, mais bah, il faut que je puisse travailler quelque part. Mais du coup, il est à Valenciennes. Donc, comment je fais? Moi, je vais habiter là-bas, je reste ici, qu'est-ce que je fais? Donc, je me fous dans la merde pour un mec, en fait, clairement. Et je suis complètement éprise de lui. Et il finit par me larguer, du jour au lendemain, un an plus tard, par message. Et à ce moment-là, ma meilleure amie, chez qui je suis en coloc, me dit:
Prends tes affaires, va-t'en. Et pourquoi? Je suis pas une éponge. Enfin, je suis une éponge. Tes problèmes sont pas les miens. Je peux pas rester là parce que j'étais pas bien, forcément, en pleine rupture, enfin voilà. Et je me fais larguer le même jour par mon ex et ma meilleure amie, qui m'a foutu à la porte et qui du jour au lendemain n'a plus donné de nouvelles. Cette personne aujourd'hui d'ailleurs, j'ai plus du tout de nouvelles. J'ai toujours eu un passif très compliqué avec les femmes. Je me suis toujours fait trahir, je me suis toujours fait avoir, il y a toujours eu de la jalousie, des problèmes, des... Bref. Et donc là, on est en 2017, et je me retrouve broke de nouveau. Je me dis, putain, tu l'aimais, il t'a largué, tu sais pas pourquoi. Ta meilleure amie te largue, t'as pas un rond. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, je découvre surtout la chose la plus importante de ma vie. Je tilte et je réalise. Putain, t'es dépendante affective, Maëlle. T'as une putain de dépendance affective. Et toutes ces années avant le dernier, t'as fait des relations pansement. Waouh! Et là, je travaille sur ça. Ma plus grande peur à ce moment-là, forcément, étant dépendante, ayant une grande blessure d'abandon et tout ce qui s'ensuit, c'est d'être seule. Et je me retrouve seule. Dans ma vie personnelle. Et ça a été le meilleur moment pour moi pour commencer à travailler. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à partir un petit peu sur le dev perso. Tout doucement, mais tranquillement. Et c'était en 2018, pardon, pas en 2017. 2017, on s'est mis ensemble. 2018, il m'a quitté. Donc c'était en 2018. Et donc, je fais face à moi-même. La chose dont j'ai le plus peur. Et je me rends compte qu'en fait, il se passe rien, que ça va. Que j'ai des ressources et que je suis capable de subvenir à mes besoins, que je suis capable de me sécuriser, que je suis capable de m'apporter de l'amour. Et je travaille cette blessure. Je travaille ma dépendance et pour la première fois de ma vie, je reste célibataire plus d'1 an et demi. Chose qui ne m'est jamais arrivée. En soi, quand je quittais une relation, tu pouvais être sûr que 15 jours plus tard, j'étais avec quelqu'un. Mais pour du sérieux, hein, on repartait vraiment en relation. Hein. 1 an, 2 ans, 3 ans. J'enchaînais. Je choisissais juste, comme je disais, le gentil garçon qui passait à côté de ma route, en fait. Et du coup, là, comme je réalise ça, je me dis, Maëlle, tu peux pas aller vers quelqu'un parce que ce serait pas de l'amour, ce serait encore un pansement, ce serait encore de la dépendance. Et je reste seule pendant 1 an et demi. Et puis je continue aussi dans le body et tout ce qui s'ensuit. Je suis jamais assez bien, je suis trop ci, je suis trop ça. Et je rencontre un humain différent. Le premier humain différent de ma vie. En fait, je prends mon courage à 2 mains et je décide d'aller travailler à mon compte dans un Basic Fit. Et en arrivant à Basic Fit, je rencontre un en fait des managers d'un des clubs. Et là, j'ai un coup de cœur, mais un coup de cœur humain tellement fort. Ce mec vient me bousculer, mais à tous les niveaux. Personnellement, professionnellement, humainement. Et je l'ai toujours appelé humain différent parce que c'est un humain différent. C'est le genre d'humain que tu croises pas beaucoup sur ta route. Et ce mec a été tellement important dans ma vie. Cette relation a été tellement importante. C'est la première personne, c'est le premier homme qui me regarde pour qui je suis et non ce que je représente. Tous mes ex m'ont choisi parce que j'étais la jolie nana un peu bimbo. Voilà, j'étais un peu le trophée. À ce moment-là, Oussem, oui, bah oui, bon ben Oussem, voilà, je mets le prénom. Si un jour il écoute ce podcast, bah, j'espère qu'il ne sera pas gêné. À ce moment-là, il me regarde et il me dit à quel point je suis forte, à quel point je suis intelligente, à quel point je suis intéressante, à quel point je suis résiliente, à quel point j'ai des capacités que je ne soupçonne pas en fait. Et il me permet de gagner confiance. Il me pousse en fait à me révéler, il me pousse à grandir, il me pousse à faire plein de choses. Et c'est lui qui m'ouvre davantage la porte au développement personnel. Puisque c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur lui, qui... Vraiment, c'est un tueur. J'ai jamais vu quelqu'un qui aussi fort que lui, qui a réussi tout seul à se changer, à modifier des choses tellement profondes. Un exemple, vraiment un exemple. Et, et en fait, il me pousse là-dedans. Et il impacte ma vie tellement profondément. On se met ensemble 8 mois plus tard, je crois. On passe 1 an
en relation à distance, puisque moi, c'est le moment où je pars après sur Lyon, où j'ouvre du coup, enfin, où je fais partie de la société Body Trainers et on ouvre et on crée la boutique de compléments Labs avec mon pote Anto, euh, Body Coach, pour ceux qui connaissent, ou Anthony Roxel. Donc, on a une relation à distance pendant un an et c'est un mec qui m'élève, mais tellement. Et je me rends compte à quel point, pour une fois, c'est pas un pansement. Je l'ai choisi parce que je le voulais. Alors certes, je suis pas amoureuse de lui, il est pas amoureux de moi non plus. On s'est beaucoup aimé, je pense. Mais on était là pour s'apporter des choses. Et cette relation d'un an a été géniale. Elle a été tellement enrichissante, tellement forte. Et puis elle se termine d'un commun accord, dans la douceur et dans le respect. Tout se passe bien. On a toujours contact, enfin, on se suit toujours sur les réseaux, bref, voilà. Et cette personne m'impacte vraiment. Et je commence du coup à switcher un petit peu au niveau du pro. Inconsciemment, comme j'ai ouvert la porte vraiment du dev perso, je commence à changer dans mes suivis. Je commence à changer. Je commence à apporter un côté beaucoup plus humain, un côté beaucoup plus psychologique, beaucoup plus émotionnel. C'est le début, en fait, sans que je me rende compte, du changement de mon coaching. Je suis en train de devenir hybride. Et j'avance comme ça. Et puis en fin 2020, j'accueille une élève qui s'appelle Sylvia, qui aujourd'hui est ma meilleure amie, qui arrive à moi pour une perte de poids. Et en fait, c'est pas du tout ce dont elle a besoin. Et avec elle, je continue. Et en fait, elle a été aussi je la précise parce que, enfin, je précise ça parce que elle a été le début aussi. Elle a confirmé le chemin que j'étais en train de prendre en fait. En gros, à ce moment-là, j'ai des accompagnements où j'ai des appels toutes les semaines ou tous les 15 jours, je sais plus. Et en fait, je me rends compte qu'à chaque fois qu'on s'appelle, on parle pas de coaching. En fait, on parle de ses problèmes personnels, de ses émotions, de ses problèmes professionnels, peu importe. En fait, elle a besoin d'une coach de vie et pas d'une coach sportive. Et du coup, je m'adapte. Je m'adapte et je lui donne ce dont elle a besoin à ce moment-là. Et elle me confirme et elle me permet, en fait, de continuer dans cette voie. Vraiment. Elle a été ma première bêta-testeuse, en fait. Vraiment. Ça a été ma première élève où j'ai fait du dev perso, en fait, réellement. Et je vois que ça paye, je vois quand même que j'ai un impact. Et je me dis, putain, trop cool. Et ça me plaît tellement plus. Et du coup, je continue. Je continue à être dans ce côté un petit peu hybride, etc. Mais j'arrive pas à dissocier. Parce que je me sens pas forcément légitime pour la partie dev perso et tout ce qui s'ensuit. Donc, je reste sur le côté coaching sportif, en ayant à côté, du coup, en taffant pour mon pote dans la société, etc. Donc, j'ai des semaines de bâtard. Le matin, je me lève à 7 heures, je vais m'entraîner, je vais au local, sachant qu'on vit, on travaille ensemble à ce moment-là, tous en équipe. Je fais 10-19. À 19 heures, je rentre, je mange, je fais le meal prep, je m'occupe de mes coachings, je me couche et je fais ça du lundi au dimanche. Et toutes les semaines, pendant 2 ans. Et forcément, tu te doutes bien, on arrive en 2021. Je rencontre mon ex avec qui j'ai été en relation jusqu'en fin 2023 là. Forcément, nouvelle histoire. Donc du coup, en plus, bon, lui était pour une fois dans la ville où j'étais, donc on n'avait pas de relation à distance. Il était à Lyon comme moi. Et, euh, et puis il m'apporte forcément un petit peu de paix. Il m'apporte des moments de repos, parce que du coup, quand je vais chez lui, je coupe. Et là, en fait, je commence à prendre des distances un petit peu dans la société dans laquelle je suis, parce que clairement, le boss me ken sale, il me l'a foutu à l'envers. Enfin bref, les choses se dégradent. Et même mon chéri de l'époque, du coup, mon ex me dit, mais attends, mais tu te fais prendre pour une pigeonne, la réagis en fait, quoi. Je commence à prendre du coup un petit peu de recul. Et en fait, je me retrouve à travailler. Enfin, je dis à mon pote, écoute, je viendrai 2 jours dans la semaine et le reste, c'est pour moi, quoi. Et donc là, je m'installe avec mon chéri en appartement. Je fais le moite-moite dans la semaine et tout. Donc j'ai 3 jours, enfin 3 jours plus le week-end par semaine pour moi. Et là, j'ai envie de rien foutre. J'ai envie de rien foutre. Je suis tellement mal. Je suis tellement fatiguée. Je suis tellement. Je sais plus où j'habite en fait. J'ai je ne sais combien d'élèves à gérer.
Je, je, je- j'ai tout. Je me retrouve avec un très bon chiffre d'affaires, enfin un très bon salaire. Je marche très très bien en tant que coach. J'ai un chéri génial, j'ai un appartement génial, j'ai des amis géniaux, j'ai tout. Et je me suis jamais sentie aussi vide. Et je ne me suis jamais sentie aussi vide. Et à ce moment-là, en fait, je réalise pas sur l'instant, mais je réalise plus tard que je suis en train de tomber en burn-out, en fait. J'ai tiré sur la corde, j'ai pas respecté mes limites, j'ai été trop loin, et je tombe du coup en burn-out. Je tombe en burn-out et c'est très dur. Et si jamais d'ailleurs, j'ai fait un épisode complet sur mon burn-out, si tu veux avoir plus de détails, parce que je vais pas le détailler dans cet épisode-là. Et c'est très dur parce que en fait, j'ai l'impression que c'est la fin d'un cycle. Je vis clairement, je l'ai dit plusieurs fois, ça peut choquer peut-être certaines personnes, mais c'est comme ça que je le ressens. J'ai l'impression de vivre vraiment la mort d'une identité. C'est plus moi tout ça. Le coaching, j'en peux plus, je le dégueule. J'en peux plus. J'adore les relations humaines que j'ai avec mes élèves, mais le coaching, je n'en peux plus. Et en même temps, j'ai tellement peur. J'ai tellement peur de me dire, mais qu'est-ce que tu vas être? Qu'est-ce que tu vas faire? Toi, dans le dev perso, mais est-ce que tu es légitime? T'as quel diplôme? Comment tu vas aider les autres? Alors que je le faisais déjà, sans m'en rendre compte et sans rien faire en fait. Juste en étant moi. Parce que cette vie m'a permis d'avoir une expérience. Bien sûr que c'est important, attention, de se former, et je me suis formée, hein, mais la vie que j'ai vécue m'a permis de comprendre tellement de choses. Une personne qui aujourd'hui a une vie toute tracée, même si elle a plus de diplômes que moi, je suis persuadée que j'aurai beaucoup plus d'expérience en fait, forcément, parce que sur le terrain, j'ai vécu plus de choses. Non pas que je compare ou quoi que ce soit, hein, c'est juste pour te donner un petit peu, enfin, pour appuyer un petit peu mes paroles, tout simplement. Et du coup, je traverse ça difficilement. Mon burn-out dure très longtemps. J'y tombe clairement en novembre 2021. Et je pense que j'en sors réellement, définitivement, quand j'arrive à Bali en 2023. Ça a duré 2 ans parce que j'ai tiré sur la corde. J'avais beau le savoir, j'avais beau avoir redescendu la pression au niveau du taf. J'étais le genre d'abruti. Bon, c'est pas bien de se traiter d'abruti, Maëlle. Mais j'étais. Tous les matins, je me levais à 7 heures. J'avais un réveil tous les matins à 7 heures. Mais personne ne m'attendait. Mais parce que j'étais dans la culpabilité, et j'étais dans une culpabilité aussi que la personne avec qui je travaillais chez Body Trainers, il m'a tellement brainfuck, tellement dit qu'en gros, si tu te lèves pas à 7 heures, si tu taffes pas pendant 12 heures, t'es une merde, qu'en fait, j'étais dans ce schéma. Du coup, je me suis empêchée de récupérer de mon burn-out. Ça a duré longtemps. Ça a duré très longtemps. Et encore aujourd'hui, je paye physiquement encore de mon burn-out. Parce que j'ai tiré sur la corde de ouf. Et vas-y, entraîne-toi, et perds du poids parce que mon corps a changé. Et vas-y, et machin. J'ai fait n'importe quoi pendant mon burn-out. J'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. J'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Pour finalement péter un câble un jour et dire allez, je me casse à Bali. Parce que je savais, et j'ai toujours dit, je sais que quelque chose m'attend à Bali. Je dois aller là-bas. Je sais pas pourquoi, mais je dois aller là-bas. Ah bah oui, tiens. Ah bah je vais te raconter ce que je fous ici. Donc j'arrive en avril 2023, il y a un an. Je suis encore très stressée par le boulot, mais je vais quand même mieux. Je vais quand même mieux, je retrouve un petit peu la santé physique, plus ou moins, voilà, bon. À la base, je devais partir seule, finalement mon ex me suit. Et je me retrouve dans une vie, franchement, de merde. Parce qu'on faxe, enfin, il faxe surtout, enfin, bon, j'ai suivi aussi, mais en gros, on faxe notre vie lyonnaise à Bali, en fait. On va s'entraîner, on travaille, on fait rien. Voilà. Quelle vie de merde. J'ai vraiment vécu une vie plan-plan avec cette personne. Bref, on n'est pas là pour dire du mal de qui que ce soit, c'est une personne que je respecte. So, je suis là et je me dis, mais putain, il y a un truc qui va pas, en fait. Et à ce moment-là, j'ai conscience. Et accroche-toi bien parce que je te parle de ça au mois de mai-juin 2023. Je me dis, la dernière pièce du puzzle pour que tu puisses te révéler, pour que tu puisses te remettre physiquement, pour que tu sortes de ce putain du milieu du bodybuilding qui te rend malade,
Pour que tu apprennes réellement à t'aimer, il va falloir que tu te sépares de cette personne. Non pas qu'il soit mauvais ou qu'il ait une mauvaise influence, mais il me rattachait à tout ça. Il est bodybuilder, il est coach sportif. Il me rattachait à tout ça indirectement. Et je savais que tant que je serais avec lui, je n'évoluerais pas pleinement. Et j'avais beau le savoir, je ne passais pas à l'action. Et à ce moment-là, je me disais, bah oui, t'es amoureuse, donc bah forcément, t'arrives pas à le quitter. Attends la conclusion, tu vas voir. Donc les mois passent, on s'éloigne de plus en plus. On s'éloigne de plus en plus. Mon corps me trahit. Mais je l'écoute pas. Mais non, Vincent, c'est une personne bien et machin et truc. Ah, bah, j'ai prononcé le deuxième prénom. Bon, il y en a beaucoup qui savent avec qui j'étais, donc bref. Et puis c'est lui qui brille. C'est lui qui brille le 23 octobre 2023. Et qui me dit, je me casse, salut, c'est fini. Et là, je m'écroule. Oh, je m'écroule. Et tout mon monde s'écroule. Et en même temps, je suis là, mais Maëlle, mais comment tu peux t'écrouler comme ça alors que toi-même, tu sais depuis longtemps que tu devais le quitter. Et cet été, j'ai pensé, enfin l'été du coup 2023, j'ai pensé à le quitter. Et là, qui te quitte, mais c'est juste de l'ego, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui... J'étais loin d'imaginer ce que j'allais découvrir. Et donc je tombe. Vraiment, c'est dur. Je t'avoue que vivre une rupture à l'étranger, c'est un peu challengeant quand même, hein. Avec une petite blessure d'abandon, t'es là, ouh, je suis toute seule à l'étranger, avec ma petite phobie sociale. Ouais, pas ouf, tu vois, pas ouf, pas ouf. Forcément, on a toujours des liens, des machins, j'essaie de le rattraper, alors que je sais qu'il faut pas. Je sais pertinemment qu'il faut pas. Je sais qu'il ne peut pas me rendre heureuse. Et je sais que je ne peux pas le rendre heureux non plus. On n'est pas compatible en fait. C'est une personne extraordinaire. Mais on n'est pas compatible. Et surtout, je me rends compte à ce moment-là que j'ai besoin d'un homme. Et pas d'une personne qui est aussi autant blessée que moi en fait. Et donc, je traverse cette rupture. Vraiment difficilement. Je remets tout en question. Et il se passe exactement du coup ce que j'imaginais. Tu te révéleras quand tu ne seras plus avec lui. Et je commence petit à petit à déconstruire, déconstruire, déconstruire. Et là, paf! Putain, Maëlle. T'es une putain de dépendante affective en fait. Tu pensais avoir réglé. Alors, j'avais mis de la conscience sur la blessure. J'avais réglé. Bien sûr que j'ai évolué. Parce que sinon, j'aurais jamais pu de base, ne serait-ce que décider de partir à Bali seule. Pour moi, ça, à l'époque, c'était genre pas possible. Quand j'étais full dépendante, je vivais autour de mes mecs. Et j'aurais fini à l'autre bout du monde pour eux s'ils avaient voulu, hein, vraiment. Là, j'avais quand même déjà un petit peu plus d'estime, un petit peu plus d'amour de moi, mais c'était pas suffisant. Et j'étais loin d'imaginer qu'en fait, j'étais vraiment dans la dépendance affective encore une fois. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que si je suis restée autant de temps, alors que j'ai jamais pleinement été heureuse, c'est parce que j'étais dépendante. Il me rassurait. Et c'était une personne bien. Et comme je disais, quand il est parti, j'ai perdu ma maison. Oui, j'ai perdu ma maison. J'ai pas perdu mon amour. Pas du tout. Et ce qui m'emmène à la conclusion, et ça, je ne saurais encore y répondre, ça va être une question ouverte et sans réponse. De par tout ça, et de par toutes les relations que j'ai vécues, puisqu'aujourd'hui je suis célibataire, hein, voilà, et très bien comme ça, j'ai choisi la paix. De par tout ça, je me demande si j'ai déjà été amoureuse dans ma vie. Je ne pense pas. Je pense que ma dépendance affective me fait penser, me fait croire que je suis amoureuse. Et du coup, actuellement, bon, j'ai beaucoup avancé, bien sûr, hein, mais je travaille cette dépendance. Et chaque jour, un peu plus, j'avance. Et elle me permet de me révéler tellement. Et la fin de cette relation a été le meilleur glow-up de toute ma vie. J'ai changé physiquement, j'ai changé mentalement, tout est différent. Ma voix est différente, mes relations sont différentes, les gens que j'attire sont différents. J'ai enfin appris à embrasser mon énergie féminine. J'aurais jamais cru, mais j'aurais jamais pensé en être capable. Et je le vois dans ma façon de tout, de me déplacer, pardon, de m'habiller, de tout, de tout, de tout. Et ça se fait naturellement. C'est complètement dingue ce qui se passe depuis 6 mois. Et je suis tellement fière, et je suis tellement heureuse de traverser tout ça et de me dire, putain, tu vois, tu peux le faire, t'y arrives, comme tout le monde.
Oui, c'est pas facile, mais tu peux le faire. Et je peux te dire que depuis 6 mois, je suis dans les vagues, hein. Parce que quand tu es à Bali, ça secoue fort. À Bali, ça secoue très très fort. Toutes les choses que tu dois travailler, tu les travailles. Donc quand je disais je dois aller à Bali parce que j'ai quelque chose qui m'attend, voilà ce qui m'attendait. La déconstruction de toute ma vie, mais pour renaître encore plus puissante, pour quelque chose d'encore meilleur, pour quelque chose d'extraordinaire. Honnêtement, si je remonte à la Maëlle de 16 ans qui a perdu son premier copain, et celle que je suis aujourd'hui, mais waouh, waouh, j'aurais pas parié une cacahuète. J'aurais pas parié une putain de cacahuète. Et pourtant, je l'ai fait et pourtant, je suis là. Et aujourd'hui, quand je te parle, je suis hypnothérapeute. Waouh, mais what the fuck? Et je suis autant reconnaissante, autant dans la gratitude envers moi-même, dans la fierté, parce que je me dis, t'as fait ça toute seule. Enfin, toute seule, non. J'ai toujours été accompagnée en chemin, mais je veux dire, tu l'as fait de toi-même. Tu l'as fait de toi-même. C'est juste oufissime. Et il faut être fier de ce qu'on fait, il faut se féliciter. Il faut s'applaudir quand on fait des choses comme ça. Souvent, on oublie quand on est en chemin. On est là, oui, mais je suis pas encore où je voudrais être. Hé, t'étais où il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans? Il y a 15 ans de ça, j'étais une petite meuf complètement brisée. Une petite meuf complètement en colère. Une nana qui en voulait au monde entier. Aujourd'hui, je suis une femme qui s'épanouit. Je suis une femme qui aide d'autres humains à guérir leurs blessures, à s'épanouir, à se révéler, à grandir, à évoluer. Aujourd'hui, je suis une femme qui est en train de plus en plus, et je pense l'être, même si c'est toujours relatif. Je suis une femme en paix. Je suis une femme apaisée. J'ai plus de colère. Je me sens bien. Avec son lot de galères, comme tout le monde, mais je me sens bien. Et tout ça, ça a été des décisions. Ça a été des rencontres aussi. Mais si moi je l'ai fait, alors toi aussi. Parce que du coup, pour finir la partie professionnelle, avant la fin de cette relation, j'ai décidé de switcher, d'arrêter le coaching sportif et de devenir hypnothérapeute. Et j'ai fait tout ça. J'ai eu le courage de quitter un système qui fonctionnait très bien, où je gagnais très bien ma vie, pour tout perdre, parce que j'ai clairement été en galère plusieurs mois, et ensuite repartir, et m'épanouir enfin dans quelque chose qui me fait vibrer. Et en fait, c'est juste la suite logique de l'événement, parce que, à la base, le coaching sportif pour moi faisait tellement sens. C'était mon identité du moment pendant 10 années. Mon identité profonde a changé. Je suis devenue quelqu'un d'autre. J'ai évolué, j'ai grandi. Et aujourd'hui, mon métier correspond à qui je suis. Ça a juste été une suite logique. Et je me sens à ma place. Je sais que je suis là où je dois être. Et c'est parfait comme ça. Et petit à petit, du coup, ce corps, ce mental, tout récupère, tu vois, les choses s'embriquent petit à petit. Et je suis enfin dans une relation où je travaille l'amour de moi, l'estime de moi, la confiance en moi. Et aujourd'hui, je peux le dire, je me fais confiance. Je m'aime et je m'estime. Alors, c'est jamais du 100%, surtout quand on le travaille encore, mais en tout cas, c'est là. Et aujourd'hui, si je devais parler à la Maëlle de 16 ans ou à la Maëlle de 6 ans, je dirais à quel point elle a les ressources, à quel point elle va tout déchirer, elle a les ressources pour tout faire, et qu'il faut qu'elle croie fort en elle, parce qu'elle en est capable, et parce que le monde a besoin d'elle, et qu'elle est parfaite telle qu'elle est, avec ses forces et ses faiblesses. Et si je dis ça en parlant de moi, c'est pour que tu utilises le même discours pour toi. Crois en toi. Le monde a besoin de toi. Tu es parfait, parfaite telle que tu es. Tes forces, tes faiblesses. Tout est parfait comme ça. Et la chose la plus importante, c'est de travailler. Travailler sur toi. Apprends à t'aimer, à t'estimer, à te faire confiance. Et crois-moi, quand tu as le socle solide,
mais plus rien t'arrête. Plus rien ne t'arrête. Si tu es capable d'imaginer, de rêver quelque chose, c'est faisable. Matérialise-le, fonce. Je n'ai rien de plus que toi, ni les gens autour de toi. On a tous nos forces et nos faiblesses. Certains partent un peu plus démunis que d'autres, oui, bien sûr, ça peut arriver. Mais j'ai envie de te dire, quand on a envie, et quand on se donne les moyens, on peut faire tellement de choses. Donc tu vois, on part d'une petite nana complètement brisée, qu'on pourrait citer d'écorchée vive. Ça me correspondait bien. A.k.a. le pitbull que j'étais de mes 18 à mes 25 ans. À gueuler sur tout le monde, à être dans l'injustice. Oh, mon Dieu. À être en colère. Et en colère contre les hommes, si tu savais, surtout. Et aujourd'hui, tu as en face de toi une femme sereine, apaisée, épanouie, confiante. Voilà. Voilà un petit peu le résumé de ces 15 ans. Le résumé de tout ça. De chenille à papillon, clairement. Le papillon qui aujourd'hui a déployé ses ailes et apprend à voler en fait. Et comme tout le monde, il se recassera la gueule. C'est une certitude. On vit au travers des vagues constamment. On enchaîne des cycles positifs, moins positifs. Et c'est normal et c'est ce qui nous fait grandir. Et j'ai envie de te dire, quand le chaos se présente à toi, mets-y les pieds, les mains, la tête, plonge, vas-y. Il n'y a que dans l'adversité, dans la difficulté, que tu vas grandir et que tu vas évoluer. Personne n'évolue dans le confort et dans la facilité. Personne. Donc n'aie pas peur. Ça sert à rien d'avoir peur. Vas-y, fonce. Traverse-la. Tombe. Et tu verras que tu te relèveras, pas forcément plus fort, mais tu te relèveras encore plus riche, encore plus grandi. Si tu regardes un petit peu ce que j'ai vécu ces 15 dernières années, et encore, je te passe des détails personnels dont je ne parlerai jamais, en tout cas pas dans mon podcast, plus personnel encore, bref. Mais j'en suis arrivée là aujourd'hui, et pourtant je suis tombée maintes et maintes fois. Et c'est un petit peu, j'ai envie de dire, la leçon de ce podcast. Apprends à tomber, accepte de tomber. C'est ce qui te permet d'évoluer, de grandir. Vraiment, j'insiste là-dessus. C'est complètement utopique d'imaginer vivre dans un monde où tout va bien, tout est parfait. Non, ça n'existe pas et tu le sais. Et de toute façon, tu traverseras, malgré toi, toujours des périodes comme ça. La seule différence, c'est si tu choisis d'en faire un pont ou d'en faire un mur. Moi, perso, j'ai toujours fait des ponts. Même si parfois j'ai galéré à les construire, crois-moi. Mais j'ai toujours fait des ponts. Et ces ponts m'ont emmené ici aujourd'hui, à faire ce podcast, à être à Bali, à être hypnothérapeute. T'es toujours sur le bon chemin. Donc apprends à te faire confiance. Viens travailler ça s'il le faut avec moi. Je t'aiderai, avec grand plaisir. Mais vraiment, j'aimerais que tu retiennes ça de ce podcast et que tu te dises, ok, moi aussi je peux le faire, moi aussi je peux tout faire, je peux tout déchirer. Parce que le monde a besoin de moi. Vraiment. Nous voilà au bout de ce long épisode. Je pense que c'est le plus long de mon podcast, clairement. Comme ça, tu auras un petit peu plus de détails sur qui je suis, comment j'en suis arrivée là, pourquoi j'en suis arrivée là. Et comme je te disais, le plus important pour moi, c'est que tu puisses t'en servir pour toi dans ta vie. Que ça t'inspire, que ça te donne un souffle de courage, de je ne sais quoi, de... Si je peux, avec ce podcast, avoir impacté une seule vie, j'ai tout gagné. C'est tout ce qui m'importe. Alors voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Et puis je n'ai plus qu'à te souhaiter une très belle journée ou une très bonne soirée,
Et dans tous les cas, on se dit à lundi prochain pour un nouvel épisode. Salut!